toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un reporter, un homme de terrain qui nous propose une galerie de portraits qui dessine le visage d'une France différente de celle que l'on raconte à longueur de journée sur les plateaux de télévision. Bonsoir François-Xavier Ménage. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau du Buzz TV. Les Oubliés, c'est donc le titre du livre que vous venez défendre sur ce plateau. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors c'est vrai que vous avez tendu votre micro à des Français débrouillards qui donnent beaucoup de leur énergie, qui donnent beaucoup de leur temps et qui ont le sentiment de passer sous les écrans radars de la société. Alors ils sont éboueurs, ils sont agriculteurs, ils sont même parfois élus. On va en parler. C'est au moins aussi passionnant que le dernier livre dont vous étiez venu nous parler sur ce plateau qui s'intitulait à l'époque Ça craque. Est-ce que l'on peut considérer que ce livre finalement c'est le tome 2 ? Alors, c'est un peu différent parce que là, j'ai mis du contexte. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Ça craque, c'était un constat que je faisais, j'étais pas le seul, c'était qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient « Waouh, on a un pays qui va pas bien, ça craque, ça craque, ça craque », mais comme je dis, ça craque, mais. Oui. Mais j'agis, mais à titre individuel, je fais en sorte qu'on fasse encore société. 2 ans après, et je suis quand même sur le terrain toutes les semaines, donc c'est une chance folle que j'ai grâce à TF1, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de Français qui se considèrent oubliés. Alors, une fois qu'on a dit « je me sens oublié », c'est là que ça devient intéressant. On est oublié vis-à-vis de qui ? Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment où le mépris s'installe ? Et donc vous avez tous les soldats qu'on avait applaudis pendant le Covid, qu'on avait appelés les premiers de cordée, les essentiels, qui ensuite se sont dit merde, là on parle plus du tout de moi. Ouais. C'est dit, c'est fini et je m'évapore. Ce sont devenus les derniers de cordée. Voilà, c'est les derniers de cordée, exactement. Et du coup, ça crée de la colère. Ouais. Et c'est une colère qui n'a pas le même écho que ce qu'on entendrait sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'effusion, c'est intériorisé. Et donc moi je vais à la rencontre de ces Français qui font société, qui tous les jours bossent pour lutter contre les déserts médicaux, contre l'insécurité, pour l'éducation aussi, plein de profs qui sont aussi des héros invisibles. Et au bout d'un moment, quand ils en ont vraiment marre et que cette colère s'accumule, là ça fabrique quelque chose de pas très rigolo et il faut pouvoir le décrypter parce que sinon on va se dire ensuite après, comme à chaque fois, « Ah merde, la France a changé, j'avais pas compris ». Donc l'objectif de ce livre, c'est d'expliquer cette France en mouvement. Je suis aussi paumé que tout le monde. Et je parlais d'une galerie de portraits tout à l'heure parce que ce qui est frappant dans ce livre, c'est que chaque situation est unique. Et c'est du coup très difficile d'estimer l'ampleur de ce phénomène. Quelle est la part des oubliés en France selon vous ? J'en sais rien. C'est compliqué. Si j'étais un sociologue ou un politologue, je pourrais vous le dire, mais moi, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de Français qui se considèrent comme oubliés, qui ne sont pas seulement, pardon pour l'expression, en bas de la pyramide, mais qui peuvent l'être en haut. C'est ce que je raconte. Vous avez des fonctionnaires d'État, des personnes qui ont des très très beaux CV, qui ont été nommés par décret par des ministres et qui vous disent aujourd'hui, c'est ce que je raconte, je suis devant mon écran, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à quoi je sers dans les agences de l'État. Eh bien ça aussi, ça se raconte, et je ne suis pas en train de raconter par ailleurs que la France est complètement en train de brûler et que c'est foutu, parce qu'il y a un grand nombre de ces soldats invisibles qui avancent au quotidien, qui ont envie de faire le bien, sauf que le mépris malheureusement s'installe pour beaucoup. Et franchement, François-Xavier Ménage, votre livre est aussi précieux parce que ça tord le cou à des idées reçues que l'on entend parfois, à savoir les oubliés se trouvent essentiellement en zone rurale. Mais c'est faux, on se rend compte aussi que les personnes qui passent sous les écrans radars de la société se trouvent parfois en ville. Vous parlez des éboueurs, par exemple, ce sont des personnes qui habitent en ville, des conducteurs de bus aussi. En fait, on se rend compte que, oui, les services publics ont parfois un peu abandonné les personnes qui vivent à la campagne, mais en ville, c'est pas mieux. Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai pas de problème avec les labels que l'on appelle France périphérique, France fracturée. C'est vrai, mais c'est pas suffisant pour expliquer la France aujourd'hui. Et par ailleurs, là, je vais sortir mes habits de reporter. C'est-à-dire que si c'est toujours les mêmes qui racontent la France, on va se retrouver avec un récit qui va se répéter à l'envi, mais qui n'est pas un récit de terrain. Et moi, la question de fond dans ce livre, c'est, et je pense qu'elle est vertigineuse, cette question, c'est qui aujourd'hui raconte la France ? Et est-ce que c'est ceux qui rencontrent la France tous les jours. Et donc je pense qu'il faut remettre du reportage. Je vous disais que j'étais paumé tout à l'heure parce que comme tout le monde, on a du mal à comprendre dans quelle société on vit, qui avance beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le croire. Et donc si on ne met pas du terrain, si on ne raconte pas la situation d'une infirmière qui va faire le boulot de médecins qui eux ne sont plus là, si on ne raconte pas effectivement le conducteur de bus qui fait aussi société en aidant ceux qui par ailleurs se retrouvent complètement sous l'eau et que ce même conducteur de bus le soir il dort dans une voiture parce qu'il a beau avoir un CDI, il n'a pas d'argent pour se loger. Si on raconte pas cette France-là, qui est pas du tout misérabiliste, et si on la raconte pas, oui, effectivement, on sera encore plus paumé. Et le pouls de la France, il bat en partie dans ses pages. On va en parler avec vous dans quelques instants, François-Xavier Ménage, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour.
Allez, on commence ces informations médias avec cette plainte contre X déposée par 2 organisations de journalistes pour entrave à la liberté d'informer et crime de guerre. Vous en avez très certainement entendu parler. Elle a été déposée auprès du parquet national antiterroriste par la Fédération internationale des journalistes et le syndicat national des journalistes qui dénoncent une entrave à la liberté de la presse en plus de crimes de guerre à Gaza et en Cisjordanie. Alors ces 2 entités veulent faire constater les obstacles matériels, administratifs et sécuritaires imposés depuis octobre 2023 aux journalistes français qui souhaitent couvrir la situation dans l'enclave palestinienne. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, aucun journaliste français n'a pu pénétrer de manière indépendante dans la bande de Gaza. Maître Inès Delvaux, qui est l'auteur de la plainte, affirme par ailleurs qu'en Cisjordanie, un Français a été attaqué par près d'une 50aine de citoyens israéliens munis d'armes à feu, de bidons d'essence et de bâtons, d'où aussi le chef d'accusation de crimes de guerre. Vous ne sillonnez pas uniquement la France, François-Xavier Ménage, je tiens à le préciser pour TF1, il vous arrive aussi de vous rendre sur des théâtres de guerre. Est-ce que vous avez tenté aussi, vous, de vous rendre à Gaza ? Il me semble que vous y êtes déjà allé. Moi, j'y suis déjà allé lors d'une précédente guerre et on était allés de chaque côté. Et j'allais dire, vous vous rendez compte, je suis obligé de dire aujourd'hui, c'est presque un luxe. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce luxe-là, on ne peut plus l'avoir. Et donc, c'est effroyable de ne pas pouvoir couvrir une guerre de chaque côté. Voilà. Vous y étiez allé en quelle année Alors, c'était dans les années 2010. Et déjà, c'était très, très costaud. Rien à voir avec, évidemment, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Mais j'insiste, l'idée, on n'est pas partisan, mais il n'est pas possible qu'on puisse documenter ce qui se passe d'un côté et de ne pas pouvoir le faire de l'autre. C'est aussi basique que ça. Et c'est tout sauf du militantisme, c'est du reportage. Allez, on poursuit ces infos médias avec Tristan Wallex, le présentateur de Complément d'enquête qui a accepté de répondre aux questions de Yann Barthès la semaine dernière sur le plateau de Quotidien. Le journaliste de France 2 est revenu sur le numéro consacré à CNews, diffusé donc jeudi dernier. Voilà, il a expliqué pourquoi la rédaction a choisi de supprimer en dernière minute une séquence consacrée au temps de parole. L'Arcom a en fait démenti les chiffres de Reporters sans frontières sur lesquels s'appuyait en partie le magazine Complément d'enquête et les équipes de France 2 n'ont techniquement pas pu mettre à jour cette partie. C'est en tout cas ce qu'affirme Tristan Wallex, qui par ailleurs a révélé que Pascal Praud, figure de proue de la chaîne d'information en continu, appelait l'équipe de Complément d'enquête tous les jours. Il paraît très serein comme ça, mais il est un peu en panique. Voilà ce qu'a déclaré le présentateur du magazine. Alors c'est vrai que CNews, c'est une chaîne qui bat aujourd'hui des records, chaîne d'information en continu du groupe Canal+. En octobre, elle s'est même hissée à la 5e place du classement des chaînes, juste derrière la chaîne généraliste M6. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la société française ? C'est vrai que vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'état d'esprit que ressentent certains Français à travers ce livre. Le fait qu'une chaîne d'information comme CNews, qui fait beaucoup d'opinion aujourd'hui, soit si haut dans le classement, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? D'abord, ça veut dire que les Français suivent, donc à un moment, il faut évidemment l'entendre et essayer de le comprendre. Mais alors forcément, moi, vous reparlez à un reporter. C'est-à-dire que alors moi, mes opinions, je dois les laisser de côté. Donc par définition, je vais vous répondre avec ce qui m'anime, c'est-à-dire le terrain. Moi, je rêve que plus il y a de terrain et plus il y a de reporters, plus les chaînes soient regardées. Et je prends soin de préciser que il n'y a pas longtemps du tout, on a fait une page spéciale en Russie qui était présentée par Anne-Claire Coudray, qui est donc allée avec le rédacteur en chef que je salue, Cyril Offray. Ils sont allés sur le terrain raconter ce qui se passe côté russe. C'était pas évident d'avoir les autorisations et de pouvoir travailler librement, ce qui a quand même été leur cas. Eh bien, je vois qu'il y a 6,5 millions de Français qui regardent ça le dimanche soir à 20h. Et c'était une page vraiment exigeante. Je me dis, super, continuons comme ça. C'est vraiment ça que j'ai retenu. L'information n'est pas morte et les faits ont encore leur place, effectivement, à la télévision française. Sinon, je pense qu'il faudrait vite que j'aille faire du pain ou des brownies au chocolat. Vous seriez très bon aussi. Alors, je suis sûr que vous êtes un excellent pâtissier. Non, moins. Allez, on termine ces infos médias avec quelque chose de beaucoup plus léger. Pékin Express, actuellement en cours de diffusion sur M6. Cette 21e saison se déroule actuellement au Kazakhstan. Et il y a une candidate qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Marianne. Pourquoi ? Parce que cette candidate de 28 ans bénéficie d'un avantage considérable par rapport à tous les autres concurrents. Elle parle russe, l'une des langues officielles du pays. Alors forcément, il y a un léger déséquilibre sur lequel Stéphane Rothenberg a tenu à revenir justement. C'était dans C'est à vous sur France 5. L'animateur affirme que les équipes se sont fait un peu avoir au casting, que Marianne n'a à aucun moment précisé qu'elle parlait assez bien cette langue au moment où elle a passé les étapes de sélection. En même temps, Stéphane Rothenberg a aussi reconnu que les équipes de production n'avaient pas spécialement demandé à Marianne si elle parlait la langue russe. Est-ce que quand on est grand reporter comme vous, François-Xavier Ménage, on est aussi un petit peu aventurier dans l'âme ? Ah ouais, c'est un peu Pékin Express tous les jours. Je vais vous donner juste un détail. Tiens, moi je reviens de Syrie. Là, notre Pékin Express, c'était un peu Syrie Express parce que j'étais avec une équipe de confiance et on y retournait 1 an après la chute de Bachar el-Assad. On avait eu la chance d'être vraiment à Damas à l'instant précis où le régime de Bachar el-Assad s'écroulait. Donc c'est une chance incroyable dans une vie de pouvoir filmer un régime qui tombe
sous vos yeux, et on était la première caméra, donc vraiment c'était très fort. Un an après, là, c'était moins rigolo, parce qu'on est resté coincé 24 heures à la frontière, c'est-à-dire que on nous dit, mais attendez, vous avez les autorisations, mais c'est pas le bon tampon, donc on appelle le ministère qui dit non, 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 et donc 24 heures de notre temps, coincé, en attendant que ça arrive, et à la fin, je suis allé voir le patron de cette, cellule, entre guillemets, hein, qui s'occupe de la frontière, et je lui dis, écoutez, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc je lui montre tous les documents qu'on avait fait il y a un an, et il me dit, bon allez, c'est bon, il a fait comme ça, et hop, on a pu passer avec un tampon qu'on n'aurait sinon jamais eu. Donc voilà, c'est Pékin Express tous les jours, et on a plutôt intérêt à gagner, parce que je serais revenu sans pouvoir aller en Syrie, pardon. En Syrie, oui. Je pense que j'aurais pas été bien accueilli. Oui, absolument. Mais c'est vrai que contrairement à une émission de télévision, où quand même Pékin Express, ça reste encadré par une équipe de production, même Stéphane Rothenberg nous expliquait que parfois il y avait des grosses équipes de sécurité armées pour accompagner les candidats en fonction des endroits qu'ils sillonnaient. Ah bah non, nous on est à poil. Vous êtes à poil, c'est la différence. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que ça aurait pu basculer malheureusement vers un côté qui aurait été beaucoup moins drôle pour vous? Alors évidemment, moi j'ai eu, j'appelle ça une chance, journalistiquement, de couvrir plusieurs terrains de guerre, mais il y a beaucoup de fois où c'est compliqué. Et quand vous êtes dans les tranchées en Ukraine, à 500 mètres des positions russes, et que vous avez 200 bombardements qui vous tombent dessus, c'est particulièrement violent. Je prends soin de préciser que quand ça arrive, d'abord nous on a levé la main pour dire qu'on était volontaire, et ça dure quelques jours. Et après, on revient au chaud sous la couette, ce qui n'est pas du tout la même chose que des soldats qui, et je pense à certains que je connais maintenant, parce que je les vois chaque année, j'ai la chance d'y aller chaque année, qui, eux, sont coincés. C'est vraiment le mot, coincés sur la ligne de front au kilomètre zéro. Eux, au bout d'un moment, ils subissent de manière ultra violente, et il y en a plusieurs qu'on a filmés qui sont morts depuis. Et je parle même pas des civils qui n'ont rien demandé non plus. Donc, c'est vraiment pas pour nous que c'est le plus dur. Mais comment psychologiquement vous faites pour tenir aussi lorsque vous apprenez qu'un contact avec lequel vous avez peut-être tissé un lien de confiance, allez, j'ose dire peut-être un lien parfois d'amitié, quand vous restez là-bas, que vous avez un lien fort qui se crée, comment vous faites pour tenir moralement lorsque vous apprenez que cette personne-là est décédée? Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 2 ans, sur la ligne de front, donc, je pensais jamais pouvoir filmer les positions russes côté ukrainien, et c'est pourtant ce qui s'est passé, parce qu'on a été visé. Et le soldat qui nous accompagnait, il avait pris une journée. Il était off. Il travaillait pas officiellement, et il était venu sur la ligne de front avec nous pour nous accompagner, aussi pour notre sécurité, mais surtout pour expliquer à quel point il manquait de tout. Donc c'était une journée qui n'était pas une journée de travail. Il y avait des mines, il y avait des drones au-dessus de nous, enfin c'était vraiment, on peut le dire comme ça, l'enfer. Et 4 jours plus tard, j'ai reçu un message avec sa photo et une bougie, et mon traducteur qui me disait que cet homme était mort à l'endroit même où on avait filmé. Et à côté de lui, il y avait d'ailleurs un prêtre orthodoxe qui n'était plus prêtre et qui, à cette époque-là, utilisait des drones avec des grenades, et il les lançait sur les positions russes. Et je lui avais d'ailleurs demandé, mais où est la morale dans tout ça? Vous qui êtes un homme d'église, il m'a répondu, j'en ai plus rien à foutre de la morale, c'est la guerre. Et le boulot de reportage, c'est d'expliquer ça, et je pense que c'est saisissant de l'entendre. Maintenant, il s'avère qu'effectivement, le militaire qui nous avait accompagnés n'est plus là, et vous êtes dévastés. Juste avant de passer à votre livre, François-Xavier Ménage, je voulais vous poser cette question qu'on a posée d'ailleurs à Dorothée Olieri, grand reporter aussi sur France Télévisions, qui nous expliquait à quel point c'était parfois aussi compliqué de partir en zone de guerre lorsque l'on a une famille. C'est pas forcément évident d'expliquer à ses enfants que l'on va par exemple dans des endroits où les bombes pleuvent aussi rapidement que la pluie peut tomber en France. Comment vous faites pour gérer ça aussi en famille? Vous êtes papa aussi, j'imagine que ça doit pas être forcément évident de trouver les bons mots pour expliquer que on va à l'autre bout du monde et que il y a un risque que vous ne reveniez pas. Alors je pense qu'il y a un âge pour tout. Moi, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que j'ai 2 filles et je peux pas tout expliquer. Non. Évidemment que non. Et par ailleurs, je vais pas mentir non plus. Donc, je pense qu'il y a un âge où les choses s'expliquent plus facilement qu'à un autre. Et puis, et je rappelle qu'on est volontaire et que c'est important, surtout. C'est important de continuer à témoigner, parce que si on n'est pas là pour raconter ce qui se passe, alors là, c'est le gros nuage noir sur le monde entier. Et je trouve que, d'abord, moi, ça me porte de parler comme ça, et j'espère que ça permet à plein d'autres aussi de comprendre notre métier, qui n'est pas un métier où on joue au casse-cou pour faire des vues à Hollywood. On n'est vraiment pas là-dedans. Bien sûr. En tout cas, le reportage, il peut aussi se trouver au coin de notre rue, en France, tout simplement. Et c'est tout aussi passionnant, vraiment. Vous l'avez raconté dans ces pages, Les Oubliés. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est aux éditions Robert Laffont, Il faut vraiment se le procurer parce que c'est précieux. Je disais tout à l'heure que le pouls de la société française battait en partie dans ces pages. Et c'est vrai. Est-ce que c'est une compilation déjà de tous les reportages que vous avez pu faire sur TF1 aussi? Tout ce que l'on peut lire ici, on l'a vu aussi dans une version déclinée à la télé? Oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même une base de travail très importante et riche, parce que j'insiste, moi, du lundi au vendredi, je suis sur le terrain
tous les jours que compte une année. Donc c'est quand même fabuleux déjà, et c'est une chance. Mais après, je suis allé revoir ces interlocuteurs, je les ai rappelés, j'ai contextualisé. Donc j'ai fait un boulot d'enquête pour que, comme on dit aux États-Unis, on ait une big picture, c'est-à-dire vraiment une photo d'ensemble, et qu'on comprenne précisément comment va la France. C'est-à-dire pas très très bien, mais elle n'est pas foutue non plus, la France. Et qui sont ces hommes et ces femmes que vous avez interviewés ? Alors, c'est une super question parce que c'est vrai que dans ce métier, on a tendance, mais je m'inclus dedans parfois, à aller à la machine à tickets. C'est quoi la machine à tickets ? C'est-à-dire que vous avez des bons interlocuteurs dont vous savez que vous n'allez pas prendre de risques en posant des questions et en tendant votre micro parce que vous aurez effectivement ce qu'on appelle une bonne séquence en télé. Mais si vous faites ça, d'abord, vous êtes le 75e à avoir le ticket d'entrée et puis vous n'allez pas être très original et surtout, vous n'allez pas raconter toute la France. Donc moi, je fais un truc très empirique. Depuis bientôt 25 ans, j'ai l'impression de parler comme un vieux dinosaure. Alors que vous n'en avez que 30, mais vous avez commencé très tôt. Le visage ne ment pas, Damien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que j'arrête sur le terrain. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas levé le doigt, que je croise dans un endroit précis, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je recherche, mais ensuite, évidemment, je me laisse surprendre par les interlocuteurs que je vais interpeller spontanément. La caméra, elle est posée, on n'allume pas au début, je suis souvent avec un caméraman, bien sûr, et je ne bosse pas tout seul, et on commence une conversation. Et c'est là que des étincelles arrivent. Je le dis juste pour tous ceux qui nous écoutent, le micro-trottoir, c'est quoi ? Imaginons, on a une crise avec l'inflation, vous avez Jeanne qui va vous dire « Ah bah vraiment, on est tous foutus », ensuite Antoine qui dit « Mais pas du tout, l'inflation va s'arrêter », et ensuite Thomas qui dit « Oh bah l'inflation, c'est dur ». C'est pas du journalisme. Non, on est d'accord. Mais le même Thomas, si vous passez une matinée avec lui et qu'il vous explique que d'abord, ça fait 4 ans qu'il n'arrive plus à payer son loyer, que par ailleurs, il a des difficultés pour être employé, ou alors qu'il gagne 850 € parce qu'il est aide éducative dans une école et qu'il a 3 enfants et que ses transports, il n'arrive plus à prendre la voiture pour aller en vacances. C'est plus du tout la même chose. Et je pense qu'il faut prendre ce temps, c'est un luxe. J'en ai conscience, et il faut aller vers ces Français qui ne lèvent pas la main pour dire j'ai envie de parler, parce que si on va toujours voir les mêmes, on ne racontera plus notre pays. Donc ça veut dire qu'on se prend des baffes, ça veut dire qu'on se prend parfois des noms, et je peux tout à fait le comprendre, mais très souvent, et ça c'est vraiment contre-intuitif, vous avez beaucoup de Français qui, parce qu'on a juste pris le temps d'expliquer ce qu'on allait chercher, vous disent eh bien ouais, je vais vous raconter. Et quel courage quand même. Quel courage. Parce qu'ils se mettent vraiment à nu. Et vous vous rendez compte, il n'y a pas d'intérêt à dire devant 6 ou 7 millions de Français le soir aux 20h de TF1, oui, je gagne 400 € et je n'arrive plus à vivre. Et il ne faut jamais oublier non plus l'intérêt général et particulier. Les hommes et femmes politiques, et moi j'ai fait plein de campagnes présidentielles, ils ont toujours un intérêt particulier à parler. Bien sûr. Des Français qui sont dans une grande détresse et qui acceptent de parler devant la caméra n'ont aucun intérêt particulier à le faire. Donc, vous les traitez pas de la même manière. Et quand on lit ce livre, on se pose cette question. Quel est l'objectif, finalement, de ces pages ? Est-ce que c'est d'interpeller les pouvoirs publics, de faire en sorte que peut-être ça bouge, ou bien c'est vraiment le récit très froid, si j'ose dire, d'une France à un instant T ? Alors moi, j'ai écrit ce bouquin, d'abord pour ceux qui ont le sentiment qu'on ne parle jamais d'eux, mais je l'ai aussi écrit, pour pas dire surtout, pour tous ceux qui aujourd'hui sont totalement déboussolés. Donc merci pour votre question, parce que je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent aujourd'hui je la comprends plus la France, parce que politiquement, sociologiquement, économiquement, il y a un brouillard qui c'est vrai est partagé par tous, et donc quand il y a du brouillard, on n'arrive plus à voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue, ce qui est quand même assez effrayant, donc parfois on ne comprend plus ce que vivent nos voisins, et on comprend encore moins ce qui se passe de l'autre côté de la France. Mon luxe, c'est d'aller toutes les semaines sur le terrain, et je pense, en toute modestie, que oui, on peut apporter une lecture différente de la France, et que quand on referme ce livre, eh bien on y voit un peu plus clair sur cette tornade qui nous traverse, mais pas seulement en France, où vous avez crise de l'inflation qui a des répercussions encore énormes, où vous avez un impact considérable des réseaux sociaux, où la violence qu'on voit, le dégueulis qu'on voit sur les réseaux sociaux, a un impact sur les Français, et puis plus important encore, sur tous ceux qui aujourd'hui font tenir l'école, la sécurité, sur des questions d'immigration, sur des questions aussi de vie locale, et les élus locaux, on ne parle jamais d'eux, et les suivre au quotidien, je considère que c'est très éclairant pour comprendre la France d'aujourd'hui, en prévision aussi de 2027. Et c'est vrai, ce qui est assez déroutant dans ce livre, c'est cette colère qui s'exprime. Il n'y a pas de slogans syndicaux, il n'y a pas de révolutionnaires à la sauce insoumise dans ce livre. Là, on parle de gens vraiment qui galèrent au quotidien, de personnes qui ne sont pas forcément sur les ronds-points, qui ne battent pas forcément le pavé tous les dimanches. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui se passera réellement lorsque la cocotte minute va finir par siffler ? Alors, si je suis un gros menteur, je vais vous dire, bien sûr, on sait ce qui va se passer. Mais si je suis honnête, je n'en sais rien.
Ouais. Et si je regarde en arrière, tout ce qu'on a pu annoncer, je vais prendre un exemple, quand en septembre, il y avait une journée mi-septembre qui normalement annonçait, non pas les gilets jaunes, mais un nouveau mouvement de contestation. On a eu pendant des semaines des débats sur des plateaux télé avec des sociologues, des politologues pour dire attention, là, il va se passer ça ou pas d'ailleurs. Rien ne s'est produit comme ça. Moi, je sais juste une chose dans ce métier, c'est que d'abord, il ne se passe jamais ce que l'on croit qu'il va se passer, et ensuite, je ne suis pas payé pour être un astrologue. Ouais. Donc, j'en sais rien. En revanche, j'ai une idée maintenant précise de la colère que beaucoup de Français ont à l'intérieur d'eux-mêmes, qui n'est pas une colère très vocale, et qui est une colère très insidieuse, et je pense que c'est fondamental de l'écouter, cette colère, et vous ne l'entendrez pas sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup plus diffuse, et je pense que c'est fondamental de l'écouter sans aucun populisme, j'insiste bien. Moi, je suis reporter, je ne suis pas autre chose que ça. Et cette colère, on peut s'y identifier assez facilement, parce que les personnes dont vous parlez dans ce livre, ce sont monsieur et madame tout le monde. Prenons cet exemple, par exemple, c'est le premier cas d'ailleurs que vous racontez dans ce livre, c'est Patrick, qui est un conducteur de bus de 57 ans. Patrick, il a un travail, il conduit des bus, mais le problème, c'est qu'il vit dans sa voiture. Il n'a pas de toit pour dormir le soir. Comment est-ce possible aujourd'hui que quelqu'un comme Patrick, qui travaille tous les jours, ne puisse pas se loger? C'est quand même assez fou. Quand on a un toit, qu'on travaille, on n'imagine pas que des personnes n'arrivent pas à trouver une maison, un appartement, alors qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Il a un CDI. Alors sa situation s'est arrangée depuis, mais quand on l'a rencontré, il avait un CDI, il dormait dans sa voiture, il conduisait une ligne de bus aux abords de Paris tous les jours. Et d'ailleurs, son budget était plus que réduit. Vous imaginez bien, il y avait deux budgets importants, l'essence et aussi le pressing, parce que chaque semaine, il fallait que sa chemise blanche de la RATP soit impeccable. Il y mettait un point d'honneur. Parce qu'il y met un point d'honneur par rapport à tous les usagers de son bus. Ça raconte quelque chose de l'envie de servir l'intérêt général. Sauf qu'effectivement, malgré son CDI, parce que situation fragile et qu'il y avait eu aussi une séparation par le passé qui l'avait fragilisé financièrement, il n'arrivait plus à rebondir. Mais là aussi, il faut être tout à fait transparent. La RATP a fini par l'aider et il a trouvé un logement, parce que la RATP a un parc de logements équivalent à des HLM. Donc voilà, il y a des solutions aussi. Et il y a des personnes, évidemment, qui font en sorte que ces solutions, elles puissent surgir. Mais au quotidien, vous avez des centaines de milliers de Français qui ont des CDD ou des CDI, mais qui n'ont pas des capacités de se loger décemment. Et vous gardez contact avec ces personnes que vous interviewez, généralement, pour savoir ce qu'elles deviennent Alors, il y en a avec qui je dialogue quasiment, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Je pense notamment à des infirmières qui continuent à faire un travail qui est un travail de bénévolat, c'est-à-dire que pour parler des déserts médicaux... Lauriane, par exemple. Voilà, Lauriane, merci de la citer, parce que elle va à la rencontre de patients qui n'ont plus de médecin généraliste. Donc quand on n'a plus de médecin généraliste, on n'a plus d'ordonnance. Et quand on est malade et qu'on n'a pas d'ordonnance, on est foutu. Et Lauriane, comme beaucoup d'autres, se déplace chez des patients qui n'ont donc pas d'ordonnance, et elle effectue des actes gratuitement. Et ça veut dire pour elle des dizaines de kilomètres avalés aller-retour, 2 fois par jour, notamment pour une patiente qui a Alzheimer, qui a besoin de traitements très particuliers, et elle y va à titre bénévole. Donc on peut applaudir, et il faut applaudir, je pense, parce qu'elle fait société, mieux que d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe dès l'instant où elle ne peut plus le faire? Elle considère que, parce qu'elle n'est pas reconnue pour ce travail-là, il y a un moment, elle craque. Voilà, c'est tout ça qu'il faut savoir questionner. Et si on ne le fait pas, on ne comprend pas la France d'aujourd'hui aussi, où il y a énormément, j'insiste, de héros du quotidien qui ont besoin d'être salués aussi. Alors à la fin de certains chapitres, François-Xavier Ménage, vous compilez les réactions que vous avez lues sur les réseaux sociaux par rapport au cas que vous expliquez dans ces pages. Pourquoi vous avez décidé de donner quelques pages à ces gens qui parlent d'ailleurs généralement sous couvert d'anonymat et qui ne représentent qu'eux-mêmes, au mieux? Justement, parce que moi j'aime pas ceux qui critiquent de manière anonyme, donc autant vous dire que je suis pas toujours heureux quand je plonge dans les réseaux sociaux, et que je voulais que ce soit écrit noir sur blanc. Donc vous avez des propos parfois louangeurs et aussi odieux qui sont sur les réseaux sociaux. Je voulais que ce soit imprimé et que ça ne puisse pas disparaître. Parce que cette haine qui raconte beaucoup de choses quand même aussi aujourd'hui d'une petite partie de la France, attention, je ne vais pas caricaturer, cette haine, je voulais la mettre en confrontation avec les héros du quotidien. Et je pense que le match est tout de suite plié. Alors à la RATP, pour revenir au cas de Patrick, alors c'est vrai qu'il y a la question du mal-logement dont vous parlez effectivement dans ce livre, il y a aussi celle des incivilités, et personnellement j'ai été frappé de voir à quel point cette violence était vraiment omniprésente dans le quotidien des conducteurs et conductrices de bus. Comment cette brutalité s'exprime-t-elle au quotidien, pour qu'on comprenne bien? Alors, les conducteurs de bus, c'est vrai, s'en prennent dans la tronche. Là encore, je ne vais pas caricaturer, mais beaucoup plus qu'auparavant. Vous avez donc des brigades à Paris qui, en quelques minutes, peuvent se déplacer dans une rame de métro ou dans un bus parce que le conducteur a été agressé. Mais il faut voir les raisons
et les explications qui amènent à des agressions, qui sont tout le temps futiles, qui sont assez folles, en l'occurrence, quand on y pense. Et donc ces incivilités qui sont le fait d'une minorité, elles sont contrées par, on va dire, la police, entre guillemets, de la RATP. Mais ce que ça dit aussi quand même, et je reviens aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même, pour une petite partie des Français, aujourd'hui un robinet qui est complètement ouvert, totalement débridé, où on pense qu'on peut insulter un conducteur de bus parce que la porte s'est pas ouverte 10 secondes mais seulement 5, ou parce qu'on n'a pas de ticket, il est hors de question de payer un ticket. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'on est très optimiste dans ces cas-là ? Non. Est-ce qu'il y a des moyens de contrer ça ? Oui, c'est possible, mais il faut comprendre, surtout c'est ça l'intérêt du livre, il faut comprendre quand tous les jours on va sur le terrain et qu'on se prend des sauts de merde, pardonnez-moi l'expression, de la part d'une petite partie des usagers, il faut se poser la question de savoir comment ils arrivent à tenir aussi. Les conducteurs ne portent pas plainte généralement parce que c'est ce que vous expliquez, ils reprennent leur bus le lendemain sur la même ligne et ils ont peur de représailles. C'est fou. Et malheureusement, alors une fois de plus, c'est pas des centaines de cas tous les jours, mais ça raconte aussi ce problème, disons, on va parler poliment, consistant à faire société. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez envoyé ce livre à certains politiques ? Non, parce que c'est pas mon métier. Non, bien sûr. J'ai eu des contacts, pour être tout à fait honnête, et ça me rassure beaucoup même. J'ai eu des messages de politiques à gauche et à droite qui m'ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses avec ce livre. Et donc ça m'a beaucoup rassuré, parce qu'une fois de plus, moi je suis vraiment pas là pour parler à une petite partie de la population française, mais j'espère à tout le monde. Et donc quand, et à gauche et à droite, on me dit c'est important de comprendre et de raconter la France comme vous le faites, alors je le prends positivement. Mais vous avez raison de le préciser, il y a zéro politique dans ce livre, il faut le dire, il n'y a pas d'opinion, c'est des faits bruts que vous avez racontés. Et c'est vrai que moi je me mets à la place justement des personnalités politiques qui pourraient lire ce livre. C'est assez déroutant et presque un petit peu aussi désespérant, parce que comme chaque situation est unique, on se dit que l'équation à résoudre elle est impossible en fait, parce que il faudrait une loi pour chaque personne. Le millefeuille de problèmes est si grand et si épais qu'on ne pourrait pas résoudre les problèmes de ces gens finalement. C'est vrai, et en même temps, c'est là où quand même il y a un contexte qui est donné dans ce livre. Si on prend l'exemple par exemple des élus, des entreprises, mais aussi de plein de personnes qui travaillent dans des structures telles qu'elles soient, vous avez par exemple les normes. Je dis, les élus doivent jongler avec 400 000 normes. Et je prends toutes les promesses des différents présidents de la République qui à chaque fois quand ils arrivent à l'Élysée disent « Ah, le millefeuille, on va le réduire ». Voilà, il y a des solutions très pratique, je ne suis pas politique et je sais que c'est pas un métier facile aujourd'hui, mais il y a quand même des solutions qui sont relativement faciles, qui permettraient à tout à chacun d'avoir une pression un petit peu inférieure que celle qui repose sur leurs épaules aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup François-Xavier Ménage. C'est déjà terminé. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Nous retrouverons le sculpteur Richard Orlinski qui sera sur TV5 Monde aux commandes d'une nouvelle émission et qui fera également l'objet d'un documentaire prochainement diffusé sur Prime Video. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur le Figaro TV.